C'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Le colon a falsifié les livres historiques, ayant une pensée pour les héros d'Afrique. Le destin mènera Mustapha Azemmouri, alias Estevanico, au Portugal, en Espagne, puis en Floride en tant qu'esclave. Dès 1535, le Marocain deviendra célèbre en tant que grand guérisseur, puis traducteur et guide pour une expédition vers les 7 villes de l'or au Mexique. Histoire du premier Marocain à avoir mis les pieds en Amérique du Nord, Stéphane le Noir, Esteban le Mort, Stéphane le Maure, ou encore Estevanico, les pseudos de Mustapha Azemmouri, célèbre explorateur et interprète dès les premières années qui ont suivi l'exploration du continent américain, sont multiples. Pourtant, peu de gens savent que cet explorateur originaire d'Azemmour, ville voisine de El Jadida, que les historiens qualifient de Mour, est né au Maroc, probablement né autour de l'année 1500, dans la ville d'Azemmour sur la côte ouest. Estevanico n'imaginait certainement pas l'étrange avenir que le destin lui réservait. En 1722, il est d'abord vendu comme esclave aux Portugais. Son histoire a toutefois pu résister notamment grâce au récit de Cabeza de Vaca, comme étant le premier Marocain d'abord musulman, puis baptisé chrétien, dès son arrivée en Espagne, ayant mis les pieds en Amérique du Nord. L'ouvrage de Leila Lalami rend hommage à Estevanico, le comte du Maure, relatant le récit de l'expédition désastreuse de Panfilo Narvaez, partant de la mention de Estevanico, un noir arabe d'Azemmour. L'auteur et professeur universitaire crée un portrait vif de l'invasion du Nouveau Monde et du rôle des esclaves noirs dans la conquête. Elle n'a pas manqué de critiquer les versions officielles qui ont supprimé le rôle de l'Africain, de l'Arabe et du musulman dans la construction du Nouveau Monde. Elle a aussi critiqué les versions des chroniques espagnoles des conquistadors qui omettent les tortures, les viols que les conquérants espagnols avaient commis. L'objectif était de rappeler que l'histoire du Maroc et celle de l'Amérique sont liées depuis plusieurs siècles. Toujours dans le cadre des relations séculaires entre les deux pays, le Maroc a été le premier pays à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis. C'était le 20 février 1778. Donc cette fascination vraiment très ancienne. Si je reste aux États-Unis et que je continue un peu dans l'histoire, à partir des années 20, et surtout à partir des années 50-60, la conversion à l'islam devient un outil pour les Afro-Américains afin de lutter contre la suprématie blanche. Donc on a des personnes comme Malcolm X ou le boxeur Cassius Clay, devenu Muhammad Ali, que vous connaissez, qui vont vraiment utiliser un référent islamique pour regagner leur dignité d'hommes noirs et mettre à distance l'Amérique chrétienne et blanche. Donc là, la conversion à l'islam acquiert un potentiel un peu subversif, de subversion de l'ordre établi, et Malcolm X fait énormément parler. Jusqu'au 8e siècle, la Septimanie, l'actuelle Languedoc-Roussillon, fait partie du royaume espagnol des Visigoths. Après leur conquête de l'Espagne, les armées arabo-berbères y pénètrent tout naturellement. En 719, elles sont à Narbonne. Au-delà de Narbonne, des raids ont été menés ensuite dans deux directions. La première direction, c'est vers l'Aquitaine, avec l'intention de s'emparer de Toulouse. Ça a été un échec en 721. Et puis dans un deuxième temps, vers l'année 726, ces troupes, ces contingents arabo-berbères se sont ensuite dirigés en direction du nord, jusque très haut, en direction de Lyon, et même en direction du plateau de Langres, selon certaines sources. Les nombreux Français d'origine maghrébine méconnaissent complètement le fait que des villes comme Narbonne ou Carcassonne se soient appelées un jour Arbouna en arabe et Qarqachoun en arabe, et que les musulmans se soient installés là pendant plusieurs décennies. 732. C'est la date de la bataille de Poitiers. Pour la première fois, les armées musulmanes d'Al-Andalus affrontent les Francs, venus du nord de la France. Contrairement à une tradition qui est très répandue, la bataille de Poitiers n'a pas du tout mis un terme à l'expansion musulmane en Gaule. Elle a tout au plus permis aux Francs de poursuivre leur marche en direction du sud, c'est-à-dire en direction du sud-ouest, et bientôt, avec la bataille de Sijan en 737, en direction de la Méditerranée, conformément à un vieux rêve, c'est-à-dire atteindre la Méditerranée.
En effet, au début du 8e siècle, la conquête musulmane de l'Espagne se poursuit sur le territoire qui deviendra la France. C'est ainsi que débute la longue histoire des Français avec les pays d'islam. Sarrasin, un mot qui à lui seul raconte la longue histoire entretenue par les Français avec la civilisation de l'islam. Sarrasin est le nom qu'au Moyen-Âge on donnait aux Arabes. Arabes qui depuis le 7e siècle étaient en majorité musulmans. Vallée française, pour nous, c'est la vallée franque, donc délivrée par les Francs. C'est une légende, mais on aime bien qu'elle soit vraie. La légende et l'histoire se recoupent un peu. Les Sarrasins ont envahi la France, le sol français, et les Sarrasins s'étaient réfugiés dans les vallées sévenoles qui sont très difficiles à attaquer, et ils sont restés là quand même assez longtemps. Charlemagne a voulu chasser les Sarrasins en Espagne, mais au lieu de descendre par Bordeaux ou tout ça, il a voulu faire venir ses troupes par l'Auvergne. Et en arrivant dans les Cévennes, il s'est trouvé face à face avec des Sarrasins assez nombreux. Et donc il a envoyé Roland pour les combattre. Plus précisément, dans le Haut-Dauphiné, peu de documents permettent de décrire l'invasion de ces Sarrasins. De nombreux éléments du petit patrimoine portent encore son nom. Tour sarrasine, cheminée sarrasine, puits sarrasin. Et n'est-ce pas une tête de mort, autre sarrasin, qui flotte sur le drapeau corse? Les Français auraient-ils donc des ancêtres sarrasins? Ce qui expliquerait qu'ils ont laissé tant de traces matérielles. Des tombes, des épaves, des poteries, des monnaies, une kouba. En découvrant l'un de ces indices, suivez la piste de l'histoire, des récits, des savoirs, des images ou encore de la mémoire et faites connaissance avec vos ancêtres sarrasins. Au XVIe siècle, la Corse ne partage pas le destin de la France. L'île est alors sous le contrôle de la République de Gênes qui rentre elle-même dans la sphère d'influence des Habsbourg. À ce titre, et pendant 3 siècles, les Corses sont harcelés par la piraterie barbaresque alliée des Turcs. On arrive avec des bateaux, en général entre 2 et 10 bateaux. On débarque les gens, ces hommes-là sont légèrement vêtus, parce qu'il va falloir porter, il va falloir emporter, il va falloir prendre, donc il faut qu'ils soient le plus léger possible. Et ils montent très rapidement en direction donc, des villages qui sont à proximité, et ils attaquent le village à proximité. Ça, c'est une opération normale. L'opération de Sartène, il a fallu 22 galères, il a fallu 2000 soldats, c'est tout à fait différent, c'est tout à fait exceptionnel. À défaut de pouvoir combattre sur mer les pirates, comment défendre les côtes corses? De cette époque date la centaine de tours dites génoises qui encore aujourd'hui font partie du paysage corse. À partir des années 1580 jusqu'à les années 1620, on va bâtir pratiquement les 3/4 des tours qui se trouvent autour de l'île. Donc on a véritablement là, en une quarantaine d'années, l'essentiel des tours bâtis, c'est à cette période-là que ça se passe. Alors, c'est vrai que ce sont les plus anciennes tombes musulmanes de France qui ont été découvertes dans le sud de la France. Bonjour Catherine Richard. Bonjour. Vous êtes archéologue médiéviste à l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, qui est à l'origine d'ailleurs de cette découverte. À quand remontent d'ailleurs les 3 squelettes retrouvés? On a réussi évidemment à les dater? Oui, bien sûr. Elles ont été datées par analyse au radiocarbone. Et elle propose une chronologie autour du 8e siècle. Donc, elles sont tout à fait bien inscrites dans le Haut Moyen-Âge. Et par ailleurs, ces datations ont été mises en rapport avec à la fois l'histoire événementielle et les textes qui semblent indiquer la présence de populations musulmanes à Nîmes vers 720. Parmi ces 20 sépultures, il y en avait 3 qui étaient un peu particulière par rapport aux autres, des sujets qui se trouvaient sur le côté droit, qui étaient enterrés et qui avaient le regard qui regardait vers le sud-est. Donc on a analysé ces sépultures et on s'est aperçu que dans 2 cas, il y avait un creusement qui avait une particularité. Ce n'étaient pas des fosses
seulement verticale, mais qu'il pouvait y avoir un creusement, comme un peu une chaussette avec un surcreusement sur le côté, et que l'individu était déposé dans ce surcreusement. Ce type de tombe, on peut le retrouver par exemple dans des cimetières musulmans médiévaux en Espagne ou dans le Maghreb ou voire au Moyen-Orient. Donc c'était un argument supplémentaire qui pouvait peut-être aller dans le sens de pratiques musulmanes. Et oui, parce qu'il était quand même incroyable que, au cours de l'expansion musulmane, qui touche bien entendu l'Espagne, le sud de la France ne soit pas touché, alors qu'on savait par ailleurs qu'il y avait également quelques épisodes de confrontation sur l'Italie. Que devinrent tous ces Sarrasins? Ils furent délogés en 972 de Fraxinétum par le comte d'Avignon au nom du roi d'Arles. Eh bien, déjà, je veux dire du point de vue des analyses paléogénétiques, parce que c'est quand même très intéressant ce qu'ont fait nos collègues Yves Glaise et Jean-Yves Breuil sur cette fouille. Ils ont tout de suite opté pour la mise en place de réflexions pluridisciplinaires. Ça nous montre que donc la population est diverse pour le Haut Moyen-Âge, qu'il n'y a pas qu'une population chrétienne, mais qu'il y a un brassage avec des mouvements de population qui sont assez riches et finalement assez denses. Yves nous a confié une dent pour chacun des individus du site de Nîmes. Et nous avons mis en évidence donc, des lignées qui sont majoritairement trouvées en Afrique du Nord et même une lignée maternelle qui est uniquement présente en Afrique du Nord. On a fait des datations sur au moins 2 de ces sépultures, des datations AMS, radiocarbone, et on a vraiment été étonné par les datations puisqu'elles plaçaient ces sépultures entre le 7e et le début du 9e siècle. Donc là, il y avait des choses assez intéressantes et ça pouvait permettre de se poser des questions sur l'identité de ces sujets. Les 3 sujets correspondent à des sujets masculins, des adultes, aucune réelle particularité, sauf peut-être pour un qui présentait au niveau de 2 os du poignet une fusion qui est assez rare. Et dans la littérature, on retrouve une description de cas équivalents pour des populations africaines. De pieuses traditions oublièrent peut-être que la présence sarrasine reposait sur peu de documents. On inventa des étymologies originales autour des noms de lieux, puis mort, Montmorin, mais l'expression de mort aux Sarrasins, à l'époque, n'est jamais au Moyen-Âge utilisée pour les Sarrasins. Le Maurus ou le Morinus, c'est le noir, le brun. Le Maurus ou le Morinus, c'est le noir, le brun. Mais le Sarrasin s'appelle aussi blé noir, et c'est de sa couleur noire qu'il tire son nom. En effet, au fil des siècles, la représentation des Sarrasins semble se noircir au propre comme au figuré. Donc, on s'est intéressé, on a fait un prélèvement au niveau des dents des 3 sujets, des 3 squelettes, et Marie-France de Guilloux a analysé l'ADN ancien de ces 3 squelettes. Ces 3 inhumations, elles pourraient correspondre aux incursions sarrasines qui se passent durant le 8e siècle, puisqu'on sait qu'à Nîmes, dans certains textes, indiquent qu'autour de 719, 720 et après 725, on a des arrivées de Sarrasins dans la ville de Nîmes et qui resteraient entre 40 et 50 ans dans la ville. La présence de musulmans, de Sarrasins en Provence et dans le Haut-Dauphiné fait l'objet de nombreux récits, de légendes et de souvenirs dans la population et les noms de lieux, puis morts notamment, Pont-Sarrazin. Essayons de travailler ce sujet pour les Hautes-Alpes. Tout d'abord, au IXe siècle, de petites escadres de pirates sarrasins venus d'Espagne se mettent à piller les côtes de Provence et le delta du Rhône. Alors, les navigateurs arabes étaient connus durant la période anté-islamique sous le nom de Phéniciens. De plus, les Arabes cananéens, donc également phéniciens, étaient les premiers en Grèce. dont d'ailleurs ils ont laissé un certain nombre de villes qui portaient leur nom. Et lorsque les Hellènes les ont attaqués, ils ont cédé la place, les territoires grecs à ces fameux Hellènes, et en même temps ils leur ont cédé les navires.
Donc lorsqu'on parle de navires grecs, en réalité on parle de navires arabes cananéens. Le Maurus ou le Morinus, c'est le noir, le brun. Mais de plus, ils ont également été bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire bien au-delà de la Méditerranée. Et en ce qui concerne également leurs connaissances, ce sont les Arabes cananéens qui ont inventé la fameuse voile latine, qui a permis aux Portugais de naviguer par la suite sans que leur bateau coule dans l'océan Indien. Ces fameuses voiles triangulaires, appelées voiles latines, mais qui sont en réalité des voiles purement arabes, cananéens, phéniciens. Le Maurus ou le Morinus, c'est le noir, le brun. Donc les arabo-musulmans, le Maurus ou le Morinus, c'est le noir, le brun, étaient présents sur le continent américain dès le 1er siècle de l'Hégire. Cela a été attesté par les découvertes archéologiques qui ont été faites par exemple en Californie et au Nevada. En Californie, le nom de Isa ibn Maryam y a été retrouvé écrit en lettres koufiques, c'est-à-dire originaire de Koufa en Irak, une ville qui a été fondée au 1er siècle de l'Hégire par Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et en ce qui concerne l'État du Nevada, on y a retrouvé le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam écrit en caractères koufiques, donc qui ont permis aux chercheurs américains de Harvard et de Californie de dater la présence des arabo-musulmans comme remontant au 1er siècle de l'Hégire, c'est-à-dire entre 650 et 700 de l'ère chrétienne. Par ailleurs, un certain nombre également de navires, d'épaves de navires ont été retrouvés au large du Honduras et du Venezuela. Dans ces navires, il y avait des pièces de monnaie qui dataient de plusieurs siècles avant Christophe Colomb. De plus, 150 ans avant la fameuse découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, qui vivait dans un monastère au sud de l'Espagne, à Palos de la Frontera, vivait un moine franciscain qui a effectué un voyage en 1350 environ, de l'ère donc chrétienne, en compagnie des Arabes du Maghreb vers les îles Caraïbes. Et à la suite de son voyage, il a écrit un livre qui s'appelle El Libro del Descubrimiento, le livre de la découverte, qui se trouve actuellement à la Bibliothèque nationale de Madrid, qu'on ne peut pas consulter, mais dont une copie scannée a été heureusement mise à la disposition des chercheurs sur des sites tels archive.org. Et il y a également un certain nombre de données, dont celles qui avaient été retrouvées dans les textes chinois, qui datent de 1178 et 1225, qui permettent également aux chercheurs et à toute personne qui souhaite avoir un accès direct à l'histoire et non pas revu et corrigé ou falsifié selon le point de vue à partir duquel on se place, pour donner des informations erronées ou des informations qui sont totalement justes sur la présence justement des Arabes en Amérique et sur les voyages qui étaient effectués par les Arabes sur le continent américain. Alors, les Indiens d'Amérique étaient donc, certaines tribus indiennes d'Amérique étaient donc de confession musulmane, et c'est une information qui nous est donnée par l'ancien ambassadeur des États-Unis à Dubaï, qui s'appelle Robert Dixon Crane. Il a écrit un article en 2004 dans lequel il souligne donc cette appartenance à la communauté musulmane des Indiens Cherokees. Il souligne également le fait que les Indiens étaient emprisonnés lorsqu'ils étaient vus en train de faire la prière à la manière des musulmans. Ils jeûnaient durant le mois de Ramadan et ils ont même instauré dans l'Indiana, donc au nord des États-Unis, sur les terres du grand-oncle de l'ambassadeur américain, donc un lieu dans lequel il pratiquait le pèlerinage, ou du moins symboliquement il reprenait le tawaf sur le continent américain parce qu'il ne pouvait pas se déplacer vers la péninsule arabique. Par ailleurs, durant les années 1830, le gouvernement américain a décidé de déporter les Indiens Cherokees vers le Midwest depuis l'est des États-Unis en plein hiver. Donc les Indiens Cherokees ont compris qu'ils allaient être mis à mort
probablement du fait de leur appartenance à la communauté musulmane. Donc une partie a fui vers le nord, une seconde partie est morte en cours de route parce qu'il faisait extrêmement froid, et une troisième partie est arrivée à destination. Donc la question que pourrait se poser le lecteur aujourd'hui, c'est comment se fait-il que nous n'ayons pas eu accès à ces données extrêmement importantes pour le patrimoine historique de l'humanité? Ben, c'est tout à fait simple. Déjà, les arabo-musulmans avaient été chassés d'Espagne lors de la chute, dès la chute de Grenade. Et on ne voulait pas que les gens sachent que les arabo-musulmans étaient de l'autre côté de l'océan Atlantique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les chercheurs américains, entre autres, ont essayé de dévoiler cette information au grand public. Ils ont été menacés par les milieux académiques d'être licenciés et même les robinets financiers fermés si jamais ils dévoilaient la moindre information par rapport à cela. Donc ceux qui ont tout de même forcé ce blocus historique sont de grands universitaires intègres qui sont originaires de l'université de Harvard, du Smithsonian. Ils sont américains, anglais, allemands, espagnols, chinois, sud-africains, indiens. Ils sont vraiment de différentes origines. Mais en ce qui concerne les Américains, il y avait Cyrus Gordon, qui était un savant, linguiste et spécialiste d'archéologie. Il y avait également Barry Feld de Harvard, qui lui a été à la source de la découverte donc, du nom de Muhammad Nabiullah, écrit en lettres koufiques dans l'état du Nevada. Et un certain nombre d'autres, tels Alexander von Bütow, qui est allemand, et qui a justement consacré le premier chapitre de son livre à cette dictature qui régnait dans le milieu universitaire américain, entre autres. Les Indiens d'Amérique étaient loin d'être à moitié nus, avec tous des plumes sur la tête. Ils portaient des djellabas, comme vous pouvez d'ailleurs le voir sur cette photo, ainsi que des turbans qui soulignaient leur appartenance ethnique arabo-musulmane. Par rapport au Mali, il va même conduire un descendant de Sundiata Keita, enfin de la famille de Keita, à organiser un voyage en Amérique. Et nous avions un empereur qui s'appelait Abou Bakar au Mali. Parce que ce roi était persuadé que il y avait la possibilité de traverser la mer, d'aller jusqu'au bout de la terre. En ce qui concerne l'arrivée des Africains aux Antilles, c'est vrai que c'est en 1312 exactement que Aboubakari II, ce deuxième, qui était le successeur de Sundiata Keita, qui là est effectivement arrivé en Amérique. Et il va envoyer une expédition de 200 navires qui ne va jamais revenir. Et ensuite, bon là les chiffres sont peut-être un peu exagérés, 2000 navires qui vont partir avec des vivres pour des années, et il ne va jamais revenir. Au début du 19e siècle, la création d'un véritable empire romanais arabo-africain élève Zanzibar au rang de capitale de l'empire. Donc il est très important donc, de rappeler que la civilisation comorienne, c'est un apport, c'est une contribution de tout un chacun, qu'il soit esclave ou pas, mais ils se sont mis ensemble et nous avons constitué le patrimoine. La période de plus grande prospérité dans l'histoire de Zanzibar va de 1820 à 1870. En 1830, Zanzibar devient le premier producteur de clous de girofle du monde, augmentant ainsi son besoin en esclavage. Le placement forcé sur une grande échelle et à de grandes distances d'Africains réduits en esclavage commença il y a plus de 1500 ans avec la traite transsaharienne des esclaves et celle qui se pratiquait autour de la mer Rouge et de l'océan Indien. Les Arabes organisent les premières déportations entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Cette traite déportait les esclaves en direction du Maghreb, d'une part, de l'Égypte, d'autre part. Et ces esclaves ensuite étaient répartis soit dans les pays musulmans, soit dans des pays chrétiens tels que l'Espagne, l'Italie, ou alors partaient beaucoup plus loin vers des pays du Moyen-Orient par la Syrie ou voire l'Arabie saoudite à partir de l'Égypte.
De marchands arabes et de marins comoriens partaient dans tout l'Est africain pour capturer des esclaves. Ils les amenaient à Zanzibar, Zinjebar, la porte des esclaves, pour les embarquer vers les Comores, vers Mayotte, qui devenaient ainsi des dépôts d'esclaves, des comptoirs, d'où ils étaient réexpédiés vers la Perse et l'Arabie. Système d'esclavage pratiqué en Afrique et ailleurs, l'humanité des personnes réduites en esclavage était en général présumée. Ces personnes pouvaient être intégrées dans les familles des esclavagistes, accéder à des postes de pouvoir, voire obtenir des titres royaux. Ils sont devenus des nobles, des commandants, des soldats, des amiraux. Dans une grande partie du monde arabo-musulman, la présence africaine est toutefois beaucoup plus ancienne que la traite des esclaves. En ce monde arabe, la République populaire du Yémen du Sud a conquis sa liberté en prenant les armes contre les Anglais. Depuis décembre 1967, le Yémen du Sud est tout occupé par les problèmes de sa jeune indépendance. Le Morous ou le Morinous, c'est le noir, le brun. L'océan Indien et la mer Rouge furent des lieux animés de contacts et d'échanges entre les peuples d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient, longtemps avant l'arrivée des Européens dans la région, à la recherche des épices et de nouveaux horizons. Les vestiges de sa splendeur passée. La ville de Shibam, qui existait déjà bien avant le règne du roi Salomon et de la reine de Saba, c'est là que transitaient les caravanes, apportant porcelaine et soie de Chine, jusqu'à Tyr et Alexandrie. Côte est de l'Afrique, Zinjelbar, signifiant le pays des hommes noirs. Zinjelbar, signifiant le pays des hommes noirs, signifiant le pays des hommes noirs. Le pays des descendants d'Africains en Iran, sur l'autre rive du golfe Persique à l'est des Émirats. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a une communauté africaine et même africaine en Iran, dans le sud du pays. Son histoire est liée à celle de l'esclavage dans cette région du monde, pratiquée du XVIIIe au XXe siècle. La majorité de ces Africains étaient débarqués dans divers ports du sud de l'Iran. Quelques-uns étaient emmenés vers l'arrière-pays. Les Iraniens d'origine africaine purent cultiver et perpétuer les traditions africaines. Tel est le cas, par exemple, de diverses pratiques ou cérémonies. Ils appellent l'une d'entre elles Zar. Du même nom que le rite que nous pouvons observer en Éthiopie. Première question qu'on a envie de vous poser, c'est de nous parler de ces origines africaines, cette communauté africaine en Iran. Beaucoup d'éléments islamiques et iraniens ont été intégrés aux cultures africaines. Mais notre culture, c'est la culture d'un quartier dans le sud d'Iran, s'appelle Behbahani, quartier de Behbahani. Il y a la plupart des Noirs dans cette ville qui habitent là-bas. On était tous fils de Darius, de Cyrus, Ariane, Perse. On était les Assyriens, mais en fait là ce que je vous montre, ce sont les contemporains de Xerxès Ier. Ce sont les combattants de Xerxès Ier. Et comme vous pouvez le voir, ils sont noirs. Mais je suis noir, iranien, et moi, j'ai les racines africaines, et ma musique, c'est un grand prof. C'est très important de se rappeler qu'il y a des migrations, il y a des conquêtes, il y a tout un tas de facteurs qui font que les peuples actuels, tels qu'on les connaît, c'est-à-dire qu'en gros, par exemple, si je dis qui habite en Perse actuellement, ben, ne sont pas les personnes, ne sont pas les descendants ou ne ressemblent pas aux personnes qui habitaient ce pays à l'époque de l'Ancien Testament. Une nouvelle forme d'identité était ainsi foncièrement créée par les Afro-Iraniens.
Bach ou Oumar s'est rendu compte de leur dépendance aurifère par rapport à cet empire, il a essayé d'envahir le Ghana. Et le Ghana, petit à petit, va connaître le déclin vers 1076. Le Gnawi utilise un certain nombre d'instruments de musique qui sont à la fois des cordophones, un cordophone qui est le Gnbri, et des instruments de percussion, deux sortes d'instruments de percussion, un instrument qui utilise la peau, qui est tabal, et un instrument qui utilise le métal, le kraka. Et quand on voit dans les pays qui sont pourvoyeurs de cette musique, qui ont contribué à l'élan initial de cette musique, par exemple les tribus Bambara de Mali, essentiellement, mais il n'y a pas que les Bambara, il y a aussi les Soninké, il y a les Peul, il y a les Yoruba, il y a les Hausa, qui ont contribué à une époque de l'histoire, ou à une autre époque, à produire des instruments de musique qui sont similaires au Gnbri. Et d'ailleurs, il existe toujours un instrument au Mali qui s'appelle le Ganbari. On avance, mais on tient toujours à nos racines, à nos origines. La preuve, c'est qu'on s'est inspiré de la musique africaine. Dans une grande partie du monde arabo-musulman, la présence africaine est toutefois beaucoup plus ancienne que la traite des esclaves. Dans une grande partie du monde arabo-musulman, la présence africaine est toutefois beaucoup plus ancienne que la traite des esclaves. Dans une grande partie du monde arabo-musulman, la présence africaine est toutefois beaucoup plus ancienne que la traite des esclaves. Nous avons été d'une école qui a toujours fondé le peuplement de l'Afrique du Nord sur les apports méditerranéens. Et nous avons oublié le continental, qui est à la base du peuplement de l'Afrique. Et l'archéologie, l'histoire ancienne, la préhistoire est là pour nous montrer à quel point le peuplement de l'Afrique du Nord a été commandé, déterminé dans une large mesure par les flux migratoires venant du sud. 15 000 dessins et peintures rupestres ornent les murs de cette monumentale cité naturelle. Séphar du Tassin Nadjer est un des plus vastes ensembles d'art rupestre préhistorique au monde. Les peintures léguées par ces peuples nous fournissent des pistes de réflexion et des éléments sur le monde dans lequel ils vivaient. On y découvre des modes de vie qui semblent être ceux des peuples nomades. On y découvre d'immenses récits de guerre, de conquête, de civilisations perdues. On découvre aussi combien ce désert n'a pas toujours été aride. C'était une savane, un monde peuplé de girafes, de buffles ou de rhinocéros. Mais ces œuvres, pour certaines vraisemblablement vieilles de plus de 10 000 ans, sont véritablement l'objet d'une histoire à transmettre aux nouvelles générations. Et le fond, le substrat africain, il est là avant tout. Les Gnawa, dont les ancêtres furent amenés en Afrique du Nord, au Maroc, dans la traite transsaharienne des esclaves, sont respectés pour leur maîtrise en matière de médiation auprès des êtres spirituels et pour leur talent de guérisseur. D'abord, il y eut le Ghana. Le Ouagadougou. Le Ouagadougou, dont la capitale était Koumbi. Et le Ouagadougou avait comme richesse l'or. Et la population était consommatrice de sel. Donc, les Arabes venaient vendre l'or et le sel contre l'or. يعني انت كانوا ذوك اللي جابوهم قرابين من الافريق ديالهم مصوبين ديك الشكل ديال الشلاوي اللي قلتي
طريقه افريقيه المهم كانوا في الاول اللي باش يدخلوا البلاد. Bilal Habashi qui était élevé au plus haut rang dans, si vous voulez, dans l'espace islamique, c'était de devenir le muezzin du prophète Sidna Mohammed. Et donc, et comme c'est la seule zawiya où il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de sépulture, donc c'est une zawiya qui est symbolique. Comme pour dire que nous, on a une descendance noble qui est celle de Bilal Habashi. Et donc, voilà ce qui fait qu'il s'avouera à cette particularité et qu'il est devenu, par la force des choses, le centre important, le centre névralgique du grémisme. La tradition orale, elle est très très précise. Et je voudrais revenir sur le fait que Soundiata Keita, lorsqu'il s'est, son rapport avec l'islam, bon, on a dit, bon, ça c'est, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas fondé, mais c'était une tradition qui est observée à l'époque, lorsque les rois vont être islamisés. Ils avaient tendance à vouloir se rattacher le plus près possible des premiers compagnons du prophète Mohammed. Et donc, dans l'histoire de Soundiata Keita, par rapport à son rapport à l'islam, on a dit que, enfin, il y a certaines traditions qui ont évoqué le fait qu'il descendait de Bilal, le premier muezzin de l'islam, qui était un compagnon du prophète, et que le fils de Bilal va aller vivre dans le Mandé, et puis etc. Et donc sa descendance va donner naissance au clan des Keïta. Bien avant que les navires européens n'atteignent les rivages de l'Afrique tropicale, un réseau commercial solide et organisé y existait déjà. C'était un vaste système dont les marchés et les liaisons terrestres et maritimes s'étendaient jusqu'en Inde et en Chine. Le centre africain de ce système se trouvait ici, dans le grand empire du Mali. Au niveau diplomatique, il faut dire que, par exemple, à Salé, au Maroc, Salé, ça c'est le Maroc, et dans la cour royale marocaine, il y avait des représentants de l'empereur. Tout à fait, les ambassadeurs. Donc la diplomatie déjà était très très forte. Tout à fait. Un voyageur célèbre du XIVe siècle visita l'empire du Mali en ses mémoires. De tous les peuples, les Noirs sont ceux qui détestent le plus l'injustice. La sécurité à travers tout le pays est complète et générale. Le voyageur n'a pas plus de raison de craindre les brigands, les voleurs ou les ravisseurs que n'en ont les habitants eux-mêmes. Celui qui a écrit ces lignes était un voyageur marocain du nom d'Ibn Battuta. Heureusement pour nous, ces mémoires nous sont parvenues, riches en détails sur la vie en Afrique. Voici sa description de la cour impériale du Mali. Certains jours, le sultan tenait audience dans la cour du palais, sous un arbre. Il était assis sur une estrade recouverte de tapis de soie et surmontée d'une ombrelle de soie couronnée d'un oiseau en or. Le sultan porte une coiffe en or. Il est vêtu d'une tunique de velours rouge, confectionnée dans de précieux tissus venus d'Europe. Il est précédé de musiciens dont les guitares sont en or et en argent. Derrière lui, 300 esclaves soldats. Parlons de cet empire puissant, parce qu'il l'a été pendant plusieurs siècles, jusqu'au XVIe siècle, et riche. Mais sa richesse a été extraordinaire, au point que près d'un demi-siècle après l'accession au pouvoir de Soundiata Keita, il y a quelqu'un d'extraordinaire qui arrive au pouvoir et qui va marquer la mémoire, y compris au-delà des terres africaines, c'est Kankan Moussa, par sa richesse notamment. D'où venait la richesse de l'empire malien? Alors, la richesse de l'empire Mali, c'est ce que j'ai dit, que le petit et modeste empire qui était le Mandé ou le Kiri avait une importante réserve d'or qui se trouvait dans le bourré. Et c'est cet or, l'attrait de cet or, qui va attirer d'ailleurs les Berbères que l'histoire appelle les Almoravides.
le contact avec ces gens, avec ces Almoravides, va apporter de la richesse. Parce que l'Empire mandingue va vendre de l'or aux Arabes. Ces derniers viendront avec du sel, avec des accents, avec... Et l'or avait déjà l'importance qu'il a aujourd'hui, sinon même plus. Il était déjà le régulateur de la monnaie, des échanges monétaires. Et oui, et si bien que même lorsque Mansa partait au pèlerinage, il a fait dévaluer l'or. Il y a eu une déflation. Voilà, pendant de longues années. Donc, toute la richesse de l'Empire venait à la fois de cet or, mais aussi puisque c'est très important à le dire. En plus des cultures traditionnelles, il avait introduit des cultures nouvelles, telles que la culture du coton. La réputation de richesse de ces pays se répandit jusqu'à la lointaine Europe. Une carte espagnole célèbre, datant de 1375, décrit les sources et les cheminements de cette richesse. Alors que la configuration de l'Afrique du Nord était déjà connue, cette carte donna pour la première fois des informations géographiques sur l'intérieur du continent. Le vin par la Méditerranée. Quand il s'est déplacé à la Mecque, il y a toujours des chiffres astronomiques. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de retenir les faits. Il était accompagné de beaucoup de monde. Derrière les régions incultes du Sahara, au centre de l'Empire, du Mali, la carte montrait un berbère à dos de chameau pouvant être Ibn Battuta en personne. On le voit s'approchant du puissant seigneur du Mali sur son trône, tenant haut un splendide globe d'or. La rumeur disait que cet empereur était l'homme le plus riche du monde. Diplomatie très importante. C'est impressionnant comment cette Afrique, c'est toujours la même trame un petit peu tragique. Parce que le premier coup est porté contre l'Égypte antique, d'abord les envahisseurs, puis il y a des groupes qui se replient vers l'intérieur pour donner naissance, parce qu'ils ont ramené un savoir extraordinaire à tous ces empires, par exemple celui du Mali ou d'autres encore. Et l'Afrique est toujours plus prospère que l'Europe à ce moment-là de l'histoire, il faut le dire, au début du premier millénaire. Même la navigation, on parle de 200 et quelques embarcations qui sont parties. Donc, il y avait déjà toute une industrie. Absolument. Hein? C'est de l'or comme c'était des rois très généreux, parce que le roi du Mandé, c'est un père, c'est un Mfa. Hein, c'est un Mfa. Donc quand les gens s'approchent de lui, c'est un père, c'est un patriarche. Et donc, en arrivant au Caire, qui à l'époque était sous la domination des Mamelouks, donc les Turcs, lorsqu'il va arriver au Caire, il va distribuer de l'or à foison, et donc c'est cette fameuse distribution qui va faire dévaluer le prix de l'or pendant des années, y compris au niveau de la sous-région, mais avec l'Europe, puisque c'est à ce moment-là que l'Europe va s'intéresser à cet empire, et les pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient, comme on les appelait plus tard, vont beaucoup s'intéresser au Mali. Et dans le document que vous avez montré tout à l'heure, on voit le Kanka Moussa au milieu de la carte avec une grosse pépite d'or. Donc c'était un pays qui était très très riche. Donc eux, ils vont s'orienter vers l'Afrique. Parce qu'ils ont appris qu'il y a une mine d'or. C'est d'abord les Portugais qui vont découvrir les fameuses routes commerciales. Oui, parce que ce sont eux qui ont monté les eaux. Ça s'est fait simultanément. Parce que souvent, on essaie de séquentialiser. Les Portugais vont arriver, mais n'auront étaient des grands navigateurs. C'est des sous-traitants, vous voulez dire? C'est des sous-traitants. Ils ne vont pas arriver en terre pleine. C'est des gens qui vont côtoyer. Ils seront sur les côtes. La leçon, finalement, c'est que quand on est unis, on est plus fort, parce qu'à ce moment, l'Empire du Mali, il bravait carrément les puissances qui venaient d'ailleurs, parce qu'ils pouvaient leur tenir tête. Et quand il s'est écroulé, par la division, par les vannes de tout le continent. En 1324, Kankan Moussa, autre empereur du Mali, revenait d'un pèlerinage à la Mecque. Impatient d'exalter le prestige de l'islam, il décida de transformer sa ville de Tombouctou en un centre savant et religieux. Au cœur de cette cité islamique, l'empereur Moussa fit construire une mosquée qui fut à l'origine d'un nouveau style d'architecture en Afrique occidentale. Entre le Maroc et la Mauritanie, je reviens un peu là-dessus, parce que ceux qui ont colonisé, ceux qui ont été à la conquête de l'Andalousie espagnole, l'Andalousie, c'est les Mauritaniens, ils sont partis d'Azougui. Et puis c'est les Mauritaniens qui ont créé Marrakech.
C'est les Mauritaniens qui ont créé Marrakech. Donc il y a eu toujours des tentatives entre le Maroc et l'Algérie. Et puis, si l'Empire du Ghana a existé depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ. L'Empire du Ghana, c'est elle qui est devenue l'actuelle Mauritanie. Les Gnawa qui sont au Maroc maintenant, qu'on les appelle Gnawa, ils viennent de l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana, c'est l'actuelle Mauritanie. C'est l'actuelle Mauritanie, cause pour laquelle on les appelle les Gnawa. Les Gnawa, beaucoup de Marocains aussi ne le savent pas. Et puis beaucoup de... On le sait très bien, les racines africaines du Maroc. Voilà, mais donc ils viennent de la Mauritanie, les Gnawa viennent de la Mauritanie, de l'Empire du Ghana. Oui, le Maroc est africain, il y a justement plusieurs, notamment les Gnawa, mais les racines africaines sont présentes et sont séculaires. Une tribu qui s'appelait les Bilzala, c'était une tribu, c'est-à-dire africaine, mélangée un peu avec les Berbères. Parce que si vous regardez historiquement parlant, ceux qui sont dans ce bout de territoire, ils sont beaucoup plus proches des Mauritaniens que des Marocains, parce qu'ils parlent le Hassania. Ils parlent le Hassania, et puis quand c'est des tribus Rigaybat, quand on leur dit quelle est la partie la plus proche de chez vous, ils vont dire que nous sommes plutôt Mauritaniens. L'esclavage est une pratique antérieure à l'islam qui considérait ces pratiques néfastes, les a rejetées progressivement. Dans les versets du Coran, il n'y a pas un ordre d'asservir des gens. Et ce que nous on considère comme étant esclaves dans nos communautés, le plus souvent, islamiquement, ne sont pas des esclaves parce que la base, la seule voie que l'islam considère comme étant de l'esclavage, c'est qu'il y ait une guerre entre des musulmans et des non-musulmans et que des musulmans capturent des non-musulmans. Ces non-musulmans-là vont être des esclaves. Eh bien, ceci ne s'est pas produit chez nous de la façon qui justifie aujourd'hui que dans toutes nos communautés, il y ait des esclaves. Donc, on sait que la base elle-même est fausse. C'est-à-dire, on prend quelqu'un à tort et on en fait un esclave. Et on en fait un esclave au sens animal du terme. On sait que d'habitude, quand vous avez un esclave, vous pensez que vous avez droit de mort et de vie sur lui. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rejetait cette thèse-là, et c'est dans ce cadre qu'il leur disait, si vous êtes, il est sous votre autorité aujourd'hui, mais sachez que vous également, vous êtes sous une autre autorité. Si on regarde, au regard de l'histoire et au regard de la réalité, par exemple, nous avons une carte là, vous voyez que entre l'Afrique et l'Arabie, ce ne sont pas deux mondes qui sont très différents, puisque vous savez que l'Afrique et l'Arabie formaient à une certaine époque un même continent. Et il y a eu des transformations géographiques et il y a eu une séparation. Parce que le nom Afrique veut dire Ifriqiya. Ifriqiya, ça veut dire la séparation. Mais il faut savoir qu'il y avait des rapports très étroits entre les Africains et les Arabes depuis les temps les plus reculés. Mais que sait-on vraiment de la civilisation nabatéenne, de ce peuple de caravaniers surgi des sables de l'Arabie quelques 4 siècles avant Jésus-Christ? Les Nabataï et les Kedaréni tiraient apparemment leur nom de Nibajot et de Kedar. Et je vais dire, lorsque les Africains ont été forts, avant l'islam, ils avaient réduit en esclavage les Arabes. Fils d'Ismaël, et par cela l'Arabie même, doivent être considérés comme branche des Ismaélites, formant une même nation avec eux, que ce soit les Cédriyi, Kedarini et Chanséyi, semblent avoir été des tribus arabes, dans l'Arabie heureuse. Les Madjanites s'établirent derrière le Golfe et s'incorporèrent aux Couchites. Les Ismaélites, il doit y avoir eu entre eux une assez étroite parenté. Par exemple, la reine de Saba, elle contrôlait un territoire qui était l'Afrique, un territoire très vaste et qui englobait toute la région d'Arabie. Et à cette époque, lorsque les Noirs étaient en puissance, avant l'islam, ils réduisaient aussi les Arabes en esclavage. Et la demeure de ces Arabes qui erraient aussi se trouve dans les 3 Arabies, pétrées, heureuses et désertes. Donc, tous les peuples de la terre, les Français, les Chinois, etc., les Africains, etc., pratiquaient l'esclavage. Je veux même dire, on a l'exemple lorsque la civilisation nègre, dans le cadre pharaonique, était à son apogée, eh bien, le pharaon, c'est un système antique, le pharaon, il réduisait en esclavage
les Sémites, c'est-à-dire les Juifs, les Arabes, aussi les sujets africains. Les Sabaïens, Amiar, le fils de leur ancêtre Saba. Les descendants de Couche formaient un royaume dans cette partie de l'Arabie pétrée, qui confine à l'Égypte et qui s'étend le long de la côte orientale de la mer Rouge vers les frontières de la Palestine et de l'Arabie heureuse. Les Arabes sémites, qui sont des Arabes noirs, descendants d'Ismaël. À l'origine, les Arabes noirs sont les premiers Arabes, car les Sabéens aussi sont des Arabes. Les Amiarites descendent des Sabéens. Et dans la culture même, dans toutes les cultures, dans la culture africaine, avant l'islam, l'esclavagisme a existé. C'est qu'il faut faire une distinction entre ce que les Africains appellent l'époque anté-islamique et la période islamique. Il y a une rupture nette parce que, c'est là que je vais parler du Coran, c'est-à-dire le Coran il y a dans le Coran des injonctions qui disent qu'un musulman ne doit pas réduire un autre musulman en esclavage. Et cette révélation, elle a eu des conséquences sociales, culturelles et politiques. Et lorsque un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, comme le blanc n'est pas supérieur au noir, tous se présenteront égaux devant Dieu. L'esclave doit porter ce que tu portes, il doit manger ce que tu manges, il doit être logé là où tu es logé. Et si tu le frappes injustement, c'est un péché qui n'a d'expiation que sa libération. Donc un ensemble de règles qui faisaient qu'il était difficile de conserver un esclave. Et même la nomination, le nom esclave n'était plus considéré. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ne dites pas mon esclave, dites mon serviteur. Donc jamais l'islam n'a regardé l'esclave comme étant un être qui n'a pas de valeur, ou un être qui n'a pas de personnalité, ou un être qui est moins que les autres. Il y a une recommandation prophétique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui libère un esclave, Dieu le libère du feu. Ceci a été une motivation pour beaucoup de gens de libérer leurs esclaves. Les Africains qui, avant l'islam, se trouvaient en esclavage, soit des Arabes anté-islamiques, ou des Africains, ils ont considéré que l'existence même de l'islam avec cette directive, c'était une voie pour sortir de l'esclavage. Et effectivement, cette injonction du Coran a déstabilisé les esclavagistes, puisque les esclaves qui étaient sous la domination des esclavagistes arabes ou des esclavagistes africains, c'est-à-dire ils étaient qu'à pétéchen, et ils trouvaient leur salut à l'ombre de l'islam pour ne plus être esclaves, puisque en devenant musulmans, de plein gré déjà, en s'échappant de l'oppression de leurs maîtres africains ou arabes, eh bien ils doivent trouver la liberté en devenant musulmans. Donc ça, on peut dire que ça dans l'histoire de l'humanité, ça a un caractère révolutionnaire. Zenj est apparemment un mot persan, Zang. Ça signifiait noir, Zang. Ça signifie qu'il y a eu tout un trafic qui avait été mis en place, qui avait très ancien. Ainsi, par exemple, au Mascareignes, les Comores ont servi de transit et des gens venus du Mozambique transitent aux Comores 1 ou 2 jours avant de continuer la route vers les Mascareignes. Les sultans des Comores ont été des acteurs assez importants. Ce sont les sultans, comme le sultan, les Abdallah en juin, Mounimkou à la Grande Comore, pour ne citer que ces deux exemples-là. C'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Le colon a falsifié les livres historiques. Ayons une pensée pour les héros d'Afrique.